Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission spéciale Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien que cette partie du pays est agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. À ces jours, qu'est-ce qui se passe sur terrain? Est-ce que la RDC va remporter cette bataille? Et voilà, nous sommes là dans cette émission spéciale pour décortiquer l'actualité sur le plan sécuritaire avec cette agression dans l'est du pays. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un analyste maison. C'est avec lui que nous allons échanger, certainement que vous les connaissez. Il s'agit bien de Ambroise Mamba. Bonsoir. Bonsoir, Manuela. Merci. Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web, télévision et chercheur en politique. Donc, vous connaissez bien. Nous sommes là avec lui pour décortiquer la situation sécuritaire. Ambroise Mamba, c'était quand même une surprise. Il n'y a pas eu de bruit, personne ne le savait. Du coup, on voit Félix-Antoine Tshisekedi en face de Paul Kagame. Comment est-ce que vous avez d'abord réagi lorsque vous avez vu C'était une surprise, une surprise à la fois agréable et désagréable. Comment ça? Désagréable, pourquoi? Parce que les Congolais n'avaient jamais oublié la phrase prononcée par Félix Tshisekedi. Laquelle? de ne rencontrer Paul Kagame qu'au ciel, devant Dieu, pour un jugement. Est-ce que Doha, c'est ça le ciel, alors, Félix Tshisekedi? Justement, Doha s'est révélé être le ciel dont Tshisekedi parlait. Pourquoi? Parce qu'un certain 19 novembre 2023, Félix Tshisekedi lance sa campagne électorale au stade de Martyr. Il s'adresse aux Congolais qui étaient venus en masse ce jour-là pour leur dire, il a compris que Paul Kagame était sournois et il s'est décidé de ne plus lui parler jusqu'au ciel devant le... Mais Ambroise Mamba, ce n'était pas peut-être un discours pour la campagne électorale, oui, parce que Félix-Antoine Tshisekedi avait besoin de ce second mandat? Justement, c'est là effectivement ce qui s'est révélé. Félix Tshisekedi, à ce moment-là, il lançait sa campagne électorale. Il était un candidat à la recherche du suffrage. C'est la même chose qu'on lui a reproché en rapport avec ce qu'il a dit. Si j'entends le bruit, si on tire seulement une seule escarmouche, je vais réunir les deux chambres du Parlement. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire. Oui, justement, et puis j'avais déclaré la guerre au Rwanda. Il l'avait dit. C'était la phrase qui avait quand même été saluée par les Congolais, parce que les Congolais attendaient quand même une personne qui pouvait en découdre avec le Rwanda, en découdre avec Paul Kagame. Ils ont trouvé, donc Félix Tshisekedi, cette personne-là qui pouvait braver la peur et puis affronter le Rwanda. C'est pourquoi quand il dit « je ne pourrai parler qu'avec Paul Kagame au ciel », les Congolais ont accepté tout de suite. Il y avait également la pression de ses adversaires politiques, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, qui aussi étaient candidats à la présidentielle de 2023, et Félix Tshisekedi ne pouvait que s'appuyer sur cette parole pour obtenir des suffrages. Et il a obtenu ces suffrages, il a été réélu. Donc ça, c'était un pari gagné pour lui. C'était un pari gagné pour lui. Et là, il était un candidat qui parlait, un homme politique, un candidat à la recherche des suffrages. Mais lorsqu'il est réélu, il porte maintenant la veste d'homme d'État. Et quand il est homme d'État, il ne parle plus comme parle un homme politique, un candidat à la recherche du suffrage. Là, il doit réfléchir, que ce soit pour les escarmouches. Il y a eu plusieurs escarmouches. Il y en a eu quand même? Il y en a eu plusieurs. Goma est tombé, Bukavu est tombé. Il n'a pas déclaré la guerre au Rwanda, justement parce qu'en homme politique, il réfléchit par rapport aux moyens de faire la guerre et de la gagner. Et d'ailleurs, il nous a quand même aidé à connaître la vérité sur cette question. Mais Ambroise Mamba, toujours en homme politique, Félix Tshisekedi a quand même promis une réponse rigoureuse en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais jusque-là, les Congolais continuent à attendre cette réaction, cette réponse rigoureuse. Justement, oui, mais bon, il n'était pas homme politique, il était homme d'État. Homme d'État, voilà. Goma est tombé. Alors les Congolais se posaient la question de savoir qu'est-ce que le chef de l'État va dire. Il doit susciter de l'espoir auprès des Congolais. Bien évidemment, on ne se bat qu'avec les moyens à sa disposition. Il réfléchit, il dit, je vous promets il a parlé d'une réaction, une réponse vigoureuse. Alors, c'était la seule phrase qu'il fallait lâcher pour susciter un peu de l'espoir auprès des Congolais. Est-ce que nous avons perdu la ville? Est-ce que nous allons la récupérer? Et là, il a quand même amené les Congolais à espérer récupérer la ville, même si, bien évidemment, la situation de terrain
Reste toujours tendu. Est contraire à ce qu'il avait déclaré. Et on a des réalités logistiques, financières, autres par rapport à ceux qui nous agressent. Il faut ici avouer que le Rwanda n'est pas seul dans cette agression. Il est soutenu par la France, il est soutenu par beaucoup de personnes, beaucoup de pays que l'on connaît de plus en plus. Il y en a d'autres qu'on ne connaissait pas. Mais enfin, on a connu effectivement que le Rwanda, c'était la tête de l'iceberg. Donc, vous comprenez là qu'on est en train de se battre avec les puissants. Quand vous vous battez avec les puissants, vous êtes faible. La RDC est seule, c'est ça? La RDC est seule dans ce combat, mais la RDC commence à récupérer un peu la situation parce que sur le plan diplomatique, c'est vraiment indéniable que la RDC a vaincu le Rwanda sur le plan diplomatique et tous les pays sont du côté de la RDC actuellement. Mais c'est seulement sur le terrain de fait que la situation est autre. Alors là, vous avez montré le côté positif de cette rencontre, alors quel est le bon côté de la rencontre de Doha, Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi? Alors, maintenant, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, il faut ici retenir qu'il n'y a aucune guerre qui ne se termine que par la guerre sans le dialogue. Toutes les guerres sont d'abord d'essence politique et elles se terminent toujours par la politique. Si la politique échoue, la guerre commence, et quand la politique est réussie, la guerre se termine. Et donc, quand ils sont allés se rencontrer à Doha, on peut estimer, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit que le ciel c'était Doha, parce qu'il a rencontré Paul Kagame à Doha. Et Dieu, l'émir du Qatar qui est en train de juger des humains qui se sont tellement lancés des pics. Il faut reconnaître que Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont tellement lancés des pics. Il est allé même loin à rappeler que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Effectivement. Donc, il était tellement difficile de pouvoir réunir ces deux personnes pour qu'ils se regardent face à face, qu'ils puissent se parler. Mais on avait du mal à voir qu'ils s'étaient regardés face à face. Mais lorsque vous regardez la seule photo qui a fuité, la seule photo qui a été publiée, la seule photo nous a présenté une image parlante. Vous voyez Félix Tshisekedi qui regarde droit dans les yeux Paul Kagame pour lui dire « Maintenant, je suis là en face. Parlons-nous. » Et vous avez Paul Kagame, au lieu de fixer Félix Tshisekedi, il s'appuie sur l'émir du Qatar, il regarde l'émir du Qatar pour lui dire « Est-ce que vous pouvez lui parler ?» Ah bon, c'est ça les messages? Et quand vous regardez l'émir du Qatar, lui, il sourit, il regarde Félix Tshisekedi comme s'il lui parlait en lingala. Boma Moto. Ah bon? Et c'est ça la photo que vous avez dans les réseaux sociaux. Tout est communicationnel. Tout est communication. Alors, ce qui fait qu'ils sont allés, ils se sont quand même parlé. L'essentiel ici, c'est d'arriver à une solution, d'arriver à avoir une position commune pour asseoir quand même la paix dont on a besoin, toutes les deux parties. Mais la question la plus importante qu'il fallait se poser ici, c'est laquelle? Lorsque vous avez Félix Tshisekedi qui avait déjà pris position pour ne plus parler à Paul Kagame, lorsque vous avez Paul Kagame qui s'est lancé dans des invectives contre Félix Tshisekedi, quelle est la raison pour laquelle ces deux hommes ont accepté d'aller se parler à Doha? Est-ce que Doha est une puissance militaire auprès de laquelle Félix Tshisekedi devrait-il s'appuyer pour l'emporter sur le Rwanda? Et pourquoi Paul Kagame accepterait-il de rencontrer Félix Tshisekedi à Goma s'il a refusé d'aller signer l'accord de paix en Angola le 15 décembre 2024? S'il a refusé d'aller en Angola, pourquoi accepterait-il d'aller à Doha? Et quand vous réfléchissez sur cette question, vous comprenez tout de suite que l'Union européenne nous a donné une révélation. Lorsque l'Union européenne sanctionne le Rwanda, il sanctionne les personnalités rwandaises et congolaises qui sont impliquées dans cette guerre, l'Union européenne, ce n'est pas limité là, l'Union européenne sanctionne également la raffinerie d'or de Gaz Sabo qui se trouve au Rwanda. C'est un investissement 100% qatari. Cette raffinerie est un investissement 100% qatari. C'est comme si le président rwandais était en train d'aller se confier chez son partenaire le Qatar. Regardez, la raffinerie est frappée. Il n'y aura plus d'argent ici. Vous devriez le comprendre. Et lui, le Qatar, il dit, eh bien, alors parce que la raffinerie est frappée, nous allons inviter les concernés, le président congolais, comme ça on trouve un juste milieu pour que cet investissement... Est-ce que vous pensez que c'est une mascarade? Alors ça peut marcher. Ça peut marcher parce qu'il n'y a que des intérêts. Ce sont des intérêts très importants. Ça peut marcher. Si le Qatar, à travers cette raffinerie, encourageait le Rwanda à faire la guerre à la RDC, le Qatar, cette fois-là,
peut changer. Il peut changer, il peut jouer le qui perd gagne. Le qui perd gagne à ce moment-là, il essaie un peu de perdre du côté rwandais, mais il gagne du côté congolais. Mais cette fois-là, maintenant, en passant par la grande porte. Justement, en passant par la grande porte. Parce que cette raffinerie, c'est un investissement, c'est des moyens qui ont été dépensés. Si vous coupez le ravitaillement de l'or à la raffinerie, ça signifie que cet investissement ne va plus rien produire. C'est pour cela qu'il faut passer par la RDC, directement voir le président congolais. Comme ça, vous avez une porte ouverte et officiellement et légalement, si vous achetez au Congo, vous amenez l'or. Peut-être au Rwanda, mais là, c'est encore une autre paire de manches. Est-ce que les Congolais sont prêts à accepter Voilà la question que j'allais poser. Effectivement, c'est ça ce qui est compliqué. Est-ce que les Congolais, parce que les Congolais, tout ce qui concerne le Rwanda, les Congolais n'aiment plus. Parce que les Congolais sont quand même déçus. Hein, oui, justement. Fois, le Rwanda n'a pas respecté ses paroles. Lorsque Félix Tshisekedi a eu le pouvoir en 2018, il est allé vers le Rwanda pour signer 3 accords commerciaux qui existent jusqu'à aujourd'hui. 3 accords commerciaux avec le Rwanda. Il a même appelé Kagame mon frère. Justement, il l'a appelé jusque-là mon frère. Il a installé une relation de bon voisinage, justement pour amener le Rwanda à gagner dans la paix. Il est vrai que le Rwanda n'a pas des matières que ne tient la RDC, mais justement, le Rwanda peut gagner à travers ces accords commerciaux. Vous gagnez, nous gagnons, nous instaurons la paix, nous allons demeurer des voisins éternels. Alors, voilà, c'est ça le côté des intérêts, mais il y avait quand même une mauvaise foi de la part du Rwanda. Est-ce que cette fois-ci, la RDC va l'accepter? C'est ça la question. Mais Ambroise Bomba, lorsque vous rappelez cette mauvaise foi du Rwanda, on va quand même aussi se rappeler pas longtemps qu'après même cette rencontre-là, il y a certains coins aussi de la RDC, même si officiellement on ne l'a pas encore dit, on a un qui semblerait qu'il y a des coins qui sont tombés, et facilement tombés, après cette rencontre, alors qu'on espérait quand même effectivement, c'est ça. Le feu. Effectivement, c'est ça. En politique, les gens, ils partent avec 2 plans. Ils ont un plan A, ils ont également un plan B. Je pourrais expliquer beaucoup de choses ici à ce niveau. Allez-y, vous avez le temps. Il y a quelque chose qui me rappelle. J'ai participé dernièrement à une conférence sur l'engagement des médias pour la paix et la sécurité. J'ai eu le bonheur d'écouter le professeur Isidore Ndayouel, qui a expliqué quelque chose de très important. C'était quoi? Il dit, on a tendance à dire que l'histoire se répète. Et lui dit, non, l'histoire ne se répète pas. L'histoire, lorsqu'un événement arrive pour la première fois, vous ne savez pas pourquoi l'événement est arrivé. Vous ne savez même pas l'objectif des acteurs. Là, l'événement s'est produit. Lorsque le même événement s'est produit pour la 2e fois, ce n'est pas une répétition anodine. Désormais, vous connaissez les mobiles de l'événement, vous connaissez les objectifs des acteurs, et vous ne pouvez pas dire que l'histoire se répète. Non, l'histoire ne se répète pas. L'agression rwandaise, il y a eu plus de 5 agressions au Congo ici. Nous connaissons les mobiles du Rwanda. Nous connaissons les visées expansionnistes du Rwanda. Nous connaissons les ambitions hégémoniques du Rwanda. Ça, on le sait. Et puisque vous le savez, vous devriez vous comporter d'une manière à faire échouer ce plan du Rwanda. Alors, lorsque les 2 chefs d'État se retrouvent à Doha, ils parlent paix. Le communiqué qu'ils ont signé avec le Qatar nous parle d'un engagement tout de suite qui a été pris pour la cessation immédiate des hostilités, en fait, le cessez-le-feu qu'on appelait immédiat et inconditionnel, sans condition. Sans condition. Mais quand vous observez la situation sur le terrain, elle n'a pas changé. C'est pourquoi, à un moment, quand j'ai produit une tribune à ce niveau, j'ai dit que Doha, c'était le ciel, et Dieu, c'était l'émir du Qatar, avec un jugement qui s'apparente à un rêve. C'est un rêve. Voilà pourquoi j'ai parlé tantôt du mascarade. Vous êtes dans un rêve, et c'est seulement le réveil du matin qui vous ramène dans la réalité des faits. La réalité des faits, c'est quoi? Vous constatez que Goma est toujours occupé. Bukavu est toujours occupé. Et Walikali vient de tomber. Et Walikali tombe 24 heures après cette rencontre des Doha. Quelle est la leçon qu'il faut tirer? Il faut savoir une chose. Paul Kagame est tellement rongé par la convoitise des richesses qu'il y a au Congo. À un moment, il regarde toutes les sanctions dont il est victime actuellement, contre son pays, contre les personnalités de son pays, ainsi de suite. Il s'est dit, doit-il accepter d'aller en enfer? Doit-il accepter de s'agenouiller? Ou il doit continuer à plaider auprès des puissants pour les laisser impunément marcher sur la RDC? Il est entre les deux.
Mais Paul Kagame, c'est un habitué du sang. C'est comment il est arrivé au pouvoir. Il est entre les deux. Et puisqu'il est entre les deux, nous, au Congo, on devrait être tellement intelligent à le faire échouer. On devrait être tellement intelligent. Mais comment il est arrivé alors? Regardez comment les choses commencent à se passer. Nous sommes en train d'aller vers une tendance à disculper le Rwanda. Une tendance à dire que ce n'est pas le Rwanda qui se bat au Congo. Une tendance à dire que non, ce sont les Congolais désormais qui ont récupéré leur situation. Quand vous voyez Corneille Nangaa parler, il vous dit qu'il ne connaît pas tout ce qui se passe sur le plan diplomatique, il n'est pas concerné par ça. Il vous dit ça. Et quand Walikale tombe, on semble vous dire que ce sont les Congolais, l'AFC, ce sont des Congolais qui se battent et qui récupèrent des territoires. Juste pour disculper le Rwanda, qu'on dise par exemple que non, les forces étrangères ont quitté le Rwanda. Quand vous regardez l'activisme de l'ancien président Joseph Kabila, qui fait des interviews, qui dit par exemple que non, l'Afrique du Sud n'avait pas envoyé des troupes au Congo. Comme pour dire par exemple que les Rwandais non plus n'avaient pas de raison à envoyer des troupes au Congo. C'est pour aller amener la communauté internationale à accepter un mensonge qui n'est pas vrai, que le Rwanda a enlevé ses troupes au Congo. Et ceux qui se battent au Congo actuellement ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Mais alors, comment à ce moment-là, vous embrouillez les gens. Vous embrouillez les gens, le Rwandais va vous dire, le président rwandais va vous dire, oui, j'ai pris l'engagement pour la cessation des hostilités, et puis je ne suis plus responsable de ce qui se passe au Congo actuellement, ce sont les Congolais qui se battent. Il faut avoir de l'intelligence pour faire échouer ce mensonge. Mais comment contourner ça? Faire échec à ce plan. Comment faire échec à ça? Vous savez que actuellement, nous avons quand même une position forte sur le plan diplomatique. Une position forte sur le plan diplomatique parce que l'ONU, il y a la résolution 2773 en faveur de la RDC. Il y a des sanctions des États-Unis contre deux personnalités rwandaises. Il y a des sanctions de l'Union européenne, de la Belgique, beaucoup d'autres sanctions. Il y a beaucoup d'autres sanctions. Aujourd'hui, ça montre que la cause de la RDC est entendue. La RDC a vaincu le Rwanda sur le plan diplomatique. Mais il ne faut pas dormir. Si vous dormez que les pays étrangers vous donnent tout, vous n'aurez rien. Il faut s'organiser sur le plan interne. En faisant parce que le monde entier a compris que l'armée rwandaise a fait son entrée à Goma et a tué beaucoup de personnes. Et continue même à tuer. Mais lorsqu'on parle de tueries, c'est lorsque la RDC résiste. C'est lorsque l'armée rwandaise se bat. On a parlé d'un cessez-le-feu qui devrait être accepté depuis très longtemps lorsqu'il y a eu ce sommet conjoint entre les EAC et la SADC. Mais qui a respecté ce cessez-le-feu? Vous ne voyez pas le M23 continuer à récupérer les territoires? C'est là, à ce niveau, que la RDC ne devrait pas dormir sur ses lauriers, dire que nous observons les cessez-le-feu. Je vais dire quelque chose. Pourquoi? Parce que la RDC est en droit même de se battre pour récupérer ces territoires. Parce que c'est l'armée loyaliste. Elle va dire que je suis agressé par un pays étranger. Je me bats pour récupérer mes territoires. Parce que pendant tout ce temps, ces territoires, il y a des ressources du pays qui sont exploitées par le Rwanda, et ainsi de suite. Donc, il faut continuer à se battre. Lorsque vous apprenez que Walikale est tombé sans résistance, ça fait très mal. Alors, c'est là que j'allais arriver. Ambroise Momba, vous êtes en train de proposer que la RDC ne doit pas lâcher. Il faudra se battre. Non. Mais comment se battre lorsqu'on peut prendre un coin du pays sans beaucoup d'efforts? C'est à ce niveau que nous continuons à déplorer les infiltrations et la traîtrise qui existent au sein de notre armée. Alors que le président de la République a annoncé quand même que les soldes des hommes en uniforme venaient d'être augmentés jusqu'à 500 $. Multiplié par 5. Multiplié par 5 parce qu'au départ, ils avaient 100 $. Maintenant, ils ont 500 $. Le président de la République a annoncé cette information quand même qui est très importante. Les militaires rwandais ne sont pas payés à cette hauteur-là. Ils n'ont pas ce salaire-là. Mais comment expliquer qu'ils se comportent de cette manière-là sur terrain par rapport aux militaires congolais? Et là, nous regardons maintenant ce qui se passe au niveau du commandement militaire. Il faut regarder ce qui se passe au niveau du commandement militaire, au niveau de l'organisation, au niveau de la logistique, au niveau de la discipline même. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait quand même un dialogue de vérité entre le commandant suprême des FARDC et tous les généraux, tous ces commandants militaires dans cette partie du pays, et qui devra parler la vérité à ces commandants pour les réarmer moralement afin de se battre. Si vous ne vous battez pas, vous savez, j'ai expliqué quelque chose. Allez-y. Dans une lettre ouverte que j'ai adressée à la CENCO et à l'ECC.
Les gens ont tendance à s'appuyer sur les éléments de la politique interne. Qu'est-ce que je dis? À s'appuyer sur les éléments de la politique extérieure ou internationale pour avoir des solutions sur la politique interne. Lorsque les gens regardent, par exemple, qui ont des choses à reprocher à la gouvernance publique de Félix Tshisekedi, ils sont opposants à Félix Tshisekedi, ils ont la joie d'apprendre que le Rwanda est en train de faire son avancée sur les territoires congolais. Pour eux, c'est une aubaine. Ou parce pour que eux, c'est une occasion. La tribu de Félix Tshisekedi est énerve. Oui, oui. Pour eux, c'est une aubaine. Regardez comment les Congolais sont, je dirais, floués à ce niveau de pouvoir s'appuyer sur les éléments de la politique externe pour gagner sur le plan de la politique interne. Il peut y avoir des problèmes de gouvernance. Mais là, Mais lorsque vous êtes agressé, vous ne devrez pas vous comporter de cette manière-là. Vous devez peut-être soutenir, vous devez croire que le Rwanda est un partenaire. Mais Laurent Désiré Kabila a considéré que le même Rwanda était un bon partenaire. Pourquoi est-ce que nous pleurons les infiltrations aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous pleurons ça? C'est pourquoi j'ai dit que même la CENCO et l'ECC qui est dans une sorte de démarche pour aller convaincre les gens à s'asseoir par rapport à ce qu'on appelle le pacte pour la paix et la stabilité au Congo et dans la région du Grand Lac, la CENCO n'y comprend rien, absolument et alors absolument rien, parce que la RDC est en train de traverser une période qui est similaire à celle traversée par le même pays avant l'indépendance. Nous devrions avoir des grands hommes maintenant qui doivent s'aligner pour soutenir leur pays. Donc on comprend déjà que vous n'êtes pas d'accord avec la démarche du couple SCC-CENCO. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'ils sont allés rencontrer Corneille Nangaa. Regardez comment ils ont été surveillés par le Rwanda. Est-ce qu'ils ont parlé avec Corneille Nangaa cela seul pour ouvrir les yeux de ce fils prodigue? Le Rwanda n'a pas permis à l'ECC, à la CENCO, de pouvoir congoliser la conversation. Parce qu'il y a une manière de congoliser la conversation. Vous avez une possibilité de parler entre vous, entre frères, pour dire attention, n'amenez pas le Congo à être soumis à l'esclavage d'un pays. Mais en est-ce que vous pensez que la démarche de l'ECC et CENCO auprès de Corneille Nangaa était dans ce sens-là, dès lors que les Congolais vont quand même se rappeler que Donatien Chollet, Monseigneur Donatien Chollet, avait promis, il voulait bien qu'il y ait un Congolais qui pouvait se lever pour faire un coup d'État. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Ce sont des vidéos, ce sont des émissions qui existent ici au pays. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il se disait que par rapport à ce qui s'est passé aux élections, il ne manquait qu'un courageux pour prendre les armes. Et là, nous sommes dans ça, exactement. Donc on ne pouvait rien attendre de ces choses. C'est que le Congolais... Effectivement, c'est pourquoi vous voyez même leur démarche ne peut être soutenue que par les opposants à Félix Tshisekedi. Et non pas par les Congolais qui aiment le pays. Qui aiment le pays. Il y a la possibilité. Comment expliquer que le monde entier condamne le Rwanda, mais qu'il y ait des Congolais qui ne condamnent pas le Rwanda? Et des politiciens, des politiques. Comment expliquer que les étrangers condamnent le Rwanda, mais les Congolais seuls ne condamnent pas le Rwanda? Ils estiment que le Rwanda est un partenaire. Je posais la question à la CENCO, à l'ECC. Vous avez rencontré le président Paul Kagame à Kigali. A-t-il été sincère avec vous? A-t-il été sincère avec vous? Je ne crois pas qu'il était sincère avec vous. Lui utilise ce genre d'histoire pour affaiblir de plus en plus le Congo. Pourtant, il faut changer. Il faut s'appuyer. Il faut s'appuyer. Il est vrai que sur le plan interne, nous sommes affaiblis par la traîtrise, par l'infiltration, et bien évidemment, mais nous avons quand même une force sur le plan international. Tout le monde nous soutient. Et puisque tout le monde nous soutient, nous devons nous appuyer là-dessus. Nous chassons le Rwanda de la RDC. Après, voilà ce que moi j'ai proposé. Nous chassons le Rwanda de la RDC. Maintenant, nous rentrons entre nous, les Congolais. Autour d'une table. Autour d'une table. Nous pouvons maintenant, cette fois-là, nous dire des vérités. Monsieur le Président de la République, voici votre gouvernance. Elle ne nous aide pas. Il y a aussi une gouvernance qui soumet les fils du pays à tomber à la tentation. La Bible dit, dans la prière de notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. Il ne faut pas soumettre les Congolais à la tentation d'aller s'allier avec les agresseurs. Et c'est la gestion de la République qui devrait éviter ce genre de choses. Mais Ambroise Mamba, qu'est-ce qui peut vraiment pousser les Congolais à aller s'allier? Je ne pense pas qu'un jour Ambroise Mamba peut s'élever pour aller s'allier avec le diable. Je viens de parler de la tentation. Je viens de parler de la tentation. Il y a des gens qui sont faibles. Dans le cas de la tentation est tellement grande. Je vais vous raconter quelque chose. Lorsque
Bunagana est tombé, je n'ai jamais oublié cette date. C'est la nuit du 12 au 13 juin 2022. Corneille Nangaa était à Kinshasa ici. Il préparait la sortie officielle de son parti. Il n'avait pas encore déclaré sa rébellion de l'AFC. Bunagana était déjà tombé. Et à l'époque, on reprochait au Rwanda d'agresser la RDC. Mais qui sait s'il était déjà complice? Attendez, le Rwanda disait, non, à l'époque, il était encore un peu sain. Un tout petit peu. Il y a quelque chose qui l'a révolté. Et c'est la rumeur qui est liée au carré minier qu'on lui aurait ravi et qu'on aurait confié à un autre individu. C'est ça, ce que j'appelle la tentation. Je reviens à ce que je disais par rapport à Bunagana. Bunagana est tombé dans la nuit du 12 au 13 juin 2022. Corneille Nangaa a annoncé sa rébellion le 15 décembre 2023, une année et 6 mois après. Et à l'époque, il y avait ce débat. On reprochait au Rwanda d'agresser la RDC. Le Rwanda disait que c'était les Congolais. Il n'y avait pas de Congolais que le Rwanda pouvait mettre à l'avant-plan pour faire confirmer sa thèse. Il n'y en avait pas. Mais regardez ce qui se passe. Corneille Nangaa annonce sa rébellion au Kenya, il part au Rwanda, il s'est fait allié du Rwanda. Et quand il s'est fait allié du Rwanda, tout de suite, il était le Congolais 100% de père et de mère qui devrait prendre l'avant-plan de la rébellion qui avançait. Pour que le Rwanda l'utilise, en disant que, regardez, je vous disais que ce sont des Congolais, et bien évidemment, ce sont des Congolais, Corneille Nangaa est un Congolais. C'est ça qui fait que, quand vous gérez le pays, vous devez le gérer de manière à ne pas soumettre les gens à la tentation. Il y a des gens qui sont faibles, qui succombent facilement à la tentation. C'est des Corneille Nangaa. Et là, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Alors à ce moment-là, je disais que si vous chassez le Rwanda du pays, vous le chassez du pays, il part en s'appuyant sur les sanctions internationales, en s'appuyant sur la mise en œuvre de la résolution 1773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce moment-là, vous restez seul, vous vous dites des vérités face à face avec le pouvoir. À ce moment-là, vous pouvez vous arranger de manière à fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi entre. Alors aujourd'hui, Do a pris l'avance sur le rendez-vous de Luanda, Angola, et nous apprenons qu'il semblerait que même que l'Angola n'est pas d'accord avec ce rendez-vous, cette rencontre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ambroise Momba, que devient maintenant la démarche? Il y a une question que j'ai posée dans ma tribune dernièrement. J'ai posé cette question. Le président rwandais et le président congolais, à quelle hauteur sont-ils redevables vis-à-vis du Qatar pour ne pas rejeter son invitation? Exactement. Et qui s'est lancé tout le temps des pics. Il me semble qu'ils sont redevables à une certaine hauteur qui ne pouvaient pas résister à cette invitation du Qatar. Il me semble. Mais le président, quand il a parlé, il a dit que non, ça a commencé depuis février, lorsqu'il est allé à Munich, en Allemagne. Ça a commencé c'est en Allemagne. Depuis février, il y avait un contact établi. Mais cette fois-ci, le contact est resté dans le secret, dans le top secret, que les caméras de ceux qui voient et qui divulguent ce genre de choses n'ont pas fait, n'ont pas vu. Et nous n'avons pas venir cela. Nous n'avons pas vu venir cela. Et c'est normal que le Rwanda s'inquiète. Le Rwanda, quand il s'inquiète, je ne crois pas que le Rwanda s'inquiète contre la RDC, mais il s'inquiète contre le Rwanda. L'Ouganda, l'Angola. L'inquiétude du Rwanda n'est pas en défaveur de la RDC. L'inquiétude de l'Angola est en défaveur du Rwanda. Je vais vous dire pourquoi. La RDC a toujours été ouverte avec l'Angola. Le 15 décembre 2024, la RDC est allée. Félix Tshisekedi est allé pour qu'on signe cet accord de paix avec Paul Kagame qui n'est pas venu. Le 18 mars 2025, la RDC est allée pour rencontrer le M23. C'est le M23 qui n'est pas venu. Encore pour confirmer la thèse de Félix Tshisekedi qui disait que ce sont des pantins. Ce sont des gens, la caisse des résonances du Rwanda. Mais vous ne voyez pas que la démarche déjà de l'Angola était pour dédouaner le Rwanda, parce que normalement le Rwanda qui est aujourd'hui reconnu dans plusieurs rapports que c'est le Rwanda qui agresse la RDC devrait se présenter. C'est effectivement là qu'il y a un problème de lecture de la part du Rwanda. Lorsqu'il empêche au M23 de venir, pourtant ça devrait faire attester sa thèse que c'est un problème congolo-congolais, ils ont rencontré le M23 et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent les exigences du Congo. Ils savent qu'ils seront battus à la table de négociation. Et ils savent que ça va éclater au grand jour, que le Rwanda a des visées expansionnistes
qu'il veut concrétiser. Ils savent ça. C'est pourquoi ils préfèrent ne pas aller vers la table de négociation. Si Paul Kagame est allé vers Doha, parce qu'il sait que Doha, c'est son partenaire. Et Doha, en tant que partenaire, avec une raffinerie qui devait recevoir l'or qui vient il voit du également sang, ses intérêts du sang en des danger. Congolais, à ce moment-là, on parle le même langage. On parle le même langage. C'est pourquoi il est allé vers Doha. Alors, en ce moment, aujourd'hui, cette nouvelle qui est tombée, bien qu'elle n'est pas encore confirmée, il semblerait que le responsable, notamment de HJ et plusieurs autres entreprises en République démocratique du Congo, seraient En intelligence, avec le Rwanda, et même c'est lui qui financerait alors, les différents déplacements du couple ECC-5. Justement, c'est encore malheureux que vous ayez des gens qui ont choisi le Congo comme la deuxième patrie, mais qui travaillent contre le Congo. Corneille Nangaa l'avait déjà dit, j'ai mes gens en RDC. Justement. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que les gens cherchent en réalité. C'est vrai, on parle des intérêts. Mais, bien évidemment, si cela s'avère vrai, je pense que il faut que l'État puisse quand même prendre des décisions courageuses pour empêcher ce genre de choses à se répéter. Lorsque vous avez une personne comme ça qui a des entreprises au Congo, qui a investi, mais qui travaille contre les intérêts de la RDC, posez-vous la question. Donc, quand vous êtes en intelligence avec le Rwanda, vous acceptez que le Congo soit mis à genoux par le Rwanda. Quel Congolais peut-il accepter d'être asservi à l'esclavage d'un pays du tiers-monde, un voisin du tiers-monde? Quel est ce Congolais qui peut accepter ça? Mais qu'il y ait des Congolais qui travaillent pour ça, contre leur pays, il faut se poser la question s'ils sont vraiment Congolais. Il faut vraiment se poser la question s'ils sont vraiment Congolais. Donc les Congolais devront se poser la question si Pero Luara est vraiment Congolais. Bon, bien évidemment, c'est toutes ces personnes qui... Vous savez, moi j'essaie de faire la part des choses entre la politique interne et la politique externe. Il y a beaucoup de Congolais qui en ont marre de la gestion actuelle du pays. Il y a même des Louba aussi, même si on s'en prend toujours à la tribu Louba. Il y a même des Louba qui en ont marre de la gestion actuelle du pays. Si vous me demandez mon avis, par exemple, je vous dirais que c'est une déception, la gestion actuelle du pays. Je dis c'est une déception. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller chercher le Rwanda. Non. Ce n'est pas pour autant qu'il faut chercher le Rwanda. C'est pourquoi je dis, quand vous citez les confrères Pero Luara, avec tout ce qu'on lui reproche, tout ça, il faut quand même se poser la question de savoir s'ils sont vraiment des Congolais. Donc, ils devraient chercher une autre possibilité pour faire entendre leur voix. Monsieur le Président, le pays n'est pas bien géré. Monsieur le Président, vous n'avez pas respecté telle loi, par exemple. Monsieur le Président, vous n'avez pas respecté telle disposition constitutionnelle. Mais dans les rapports de force, il semble que ça se joue dans les rapports de force. Il semble que ça se joue dans les rapports de force. Bien évidemment, si le pouvoir peut avoir aussi une oreille attentive aux revendications de l'opposition, je pense que ça peut éviter au pays ce que nous sommes en train de vivre. Si dans les rapports de force, le pouvoir considère avoir maîtrisé la dynamique interne, le pouvoir considère avoir maîtrisé la dynamique interne, il y a de fortes chances que le pouvoir n'écoute pas l'opposition. Et quand le pouvoir n'écoute pas l'opposition, les rapports de force sont déséquilibrés et l'opposition risque d'ouvrir la porte. Alors, de quelle opposition vous parlez? Je parle de l'opposition non armée, l'opposition qui commence par ne pas porter les armes et qui, par la suite, arrive à porter les armes. Aujourd'hui, nous avons une opposition armée et une opposition non armée. Alors, pensez-vous que les revendications de cette opposition sont pour l'intérêt du peuple congolais? Non, je ne crois pas que les revendications soient pour l'intérêt du peuple congolais, non. Alors, pourquoi demander au président de la République d'écouter quand même les revendications de cette opposition? Si vous me demandez l'intérêt du peuple congolais, c'est quoi actuellement? Avec la situation de la guerre, je vais vous dire que l'intérêt du peuple congolais, c'est le Congo. Le Congo se sent fier lorsque son pays reste intangible. Lorsque les frontières de son pays restent intangibles.
Ils se sont fiers. Voilà tout ce que le Congo veut obtenir comme intérêt. Mais le Congo, le Congolais, qu'il y ait Félix Tshisekedi au pouvoir, Joseph Kabila, Moïse Katumbi ou qui que ce soit, ce n'est pas encore ça l'intérêt du Congo, du Congolais. Parce que c'est l'intérêt personnel de celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est seulement quand il agit de manière à distribuer de manière équitable les ressources du pays que ça devient maintenant l'intérêt du Congolais. Mais s'il ne le fait pas, son pouvoir n'est pas dans l'intérêt du Congolais. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, ce qui fait que l'opposition qui se bat pour récupérer les pouvoirs, il ne se bat pas pour l'intérêt du Congolais. Il se bat pour son intérêt personnel. Alors, vous avez dit... Autant que c'est lui qui l'exerce. Vous n'êtes pas d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'aime tellement la discipline dans ma vie que j'estime qu'il n'y a pas de discipline. J'aime tellement l'ordre dans ma vie que j'estime qu'il n'y a pas d'ordre. J'aime tellement les valeurs que j'estime qu'il n'y a pas la culture des valeurs. Ce sont ces choses qui font que la gouvernance soit ce qu'elle est. Il y a un antagonisme entre l'intelligence et la décision. Il y a un antagonisme entre l'intelligence et la décision lorsque les deux n'ont pas la même source. Il faudrait utiliser l'intelligence pour décider et non pas décider sans intelligence. Quand vous décidez sans intelligence, vous n'avez pas les résultats. Mais quand vous utilisez l'intelligence pour décider, vous avez les résultats. Parfois, l'intelligence est apolitique. C'est la décision qui est politique. L'intelligence, elle est scientifique. Elle vous dit ce que vous devez faire. Elle vous demande de décider de manière intelligente. Mais quand vous n'utilisez pas l'intelligence pour décider, vous n'obtenez pas les résultats pour votre pays. C'est pour cela qu'il faut faire un effort que l'intelligence et la décision puissent avoir la même source. La même source à ce moment-là peut être le pouvoir. Si le pouvoir a en même temps l'intelligence et la décision, le pays gagne. Alors, mais si l'intelligence n'est pas avec le pouvoir, il faut chercher là où elle se trouve. Il faut la chercher là où elle se trouve. Pour qu'à ce moment-là, les décideurs décident sur base de l'intelligence. Mais alors, comment est-ce que Félix Tshisekedi va y arriver lorsque nous voyons que d'un côté, son parti il y a un problème avec le triomphalisme. Il y a un problème avec le triomphalisme. De la nation. Il y a les égos. Il y a les égos, Noëlla. C'est le triomphalisme et les égos qui sont les vrais ennemis de la République. Les triomphalismes et les égos. Ce sont les égos et les triomphalismes. Je dois montrer les biceps que je suis fort par rapport à cette tendance politique, qui m'est opposée, à cet adversaire politique qui est opposé à ma vision. Je dois montrer que je suis fort. Je dois montrer que je ne suis pas faible. Et là, vous versez dans le triomphalisme. Et quand vous versez dans le triomphalisme, vous énervez les autres. Quand vous énervez les autres, vous ne recourez même pas à l'intelligence. L'intelligence, on la cherche, même quand elle appartient à ceux qui ne marchent pas avec vous. Tout le monde ne connaît pas. Le professeur Faustin Luanga disait, si vous refusez la connaissance, essayez l'ignorance. Si vous refusez la connaissance, essayez l'ignorance. Et quand vous essayez l'ignorance, vous pleurez. Vous pleurez de là. C'est pourquoi je dis, par rapport au pouvoir, quand vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que vous reprochez à Félix Tshisekedi, je voudrais dire, j'aime l'ordre, la discipline, les valeurs, l'intelligence, le pouvoir à la décision. Il faut que la décision se repose sur l'intelligence. Alors, ça marchera. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce numéro spécial sur la situation sécuritaire. Alors, Ambroise Momba, Félix Tshisekedi avait quand même annoncé avec pompe le gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une priorité pour le pays, alors que la RDC... Non, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour le pays. Je pense que c'était un ballon d'essai pour arriver quand même à avoir des indécis du côté de l'opposition pour entrer dans ce gouvernement. Bien évidemment, tout de suite, vous avez vu l'opposition qui a dit « nous ne sommes pas demandeurs du dialogue, mais il s'impose ». Il s'impose. Les dialogues s'imposent, mais nous n'en sommes pas demandeurs. C'est vrai, j'ai même publié une tribune là-dessus pour dire que ça sonne tellement creux. C'est une offre creuse et la position même de l'opposition est également aussi creuse. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on n'a pas besoin de ce gouvernement d'union nationale. Lorsque les armes, lorsque ça crépite dans l'Est, même si
vous avez ce gouvernement d'union nationale, il y aura un problème. Il y aura un problème. Si vous arrivez à convaincre ceux qui ont porté les armes pour qu'ils intègrent votre gouvernement, là, on peut peut-être croire que ça sera un gouvernement de large union nationale. À ce moment-là, vous pouvez résoudre le problème. Donc, pour moi, ce gouvernement n'est pas une priorité pour l'instant. Il faut se battre pour chasser l'ennemi de la RDC, rentrer maintenant ensemble. À ce moment-là, on peut obtenir ce gouvernement d'union nationale. Je me pose même la question, dès qu'on l'aura, ce sera quoi en 2028? Comment ça va se passer en 2028? Si les opposants intègrent le gouvernement, ce sera quoi au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut faire tomber un gouvernement d'union nationale à ce moment-là par l'actuel Parlement, l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement? Ça va fonctionner comment? En 2028, Félix Tshisekedi va quitter les pouvoirs où il va se représenter parce qu'il aura fait appel aux opposants. Voilà, ce sont des questions que je me pose. Je n'ai pas encore de réponses jusque-là, je vais réfléchir encore. Alors, Ambroise Momba, la situation sécuritaire, quelle est la dernière carte pour la RDC lorsque nous apprenons qu'il y a 2 coins qui sont tombés facilement? C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez insisté sur ce plateau, la RDC doit se battre. C'est une pression sur la communauté internationale et les autres pays qui vont continuer à mettre aussi une pression sur le Rwanda qui agresse la RDC. Quelle est maintenant la dernière touche, la dernière carte, s'il faut le dire? Thérèse Kaikwamba Wagner a travaillé quand même beaucoup sur le plan diplomatique, mais je voudrais qu'elle continue encore à se battre. Elle est moins visible pour l'instant dans les médias, elle est moins visible, mais il faut qu'elle continue à se battre pour pousser la communauté internationale à faire davantage contre le Rwanda. Et le Congo en interne doit s'organiser par rapport à son armée, en dépit de toutes les réalités que nous avons sur le plan financier, logistique, sur le plan de l'armement, le commandement militaire, s'organiser pour se battre. Il faut se battre. Plus il y a la pression, plus il y a la possibilité de se battre et récupérer les territoires qui sont... Qui va se battre? Oui, mais ce sont les militaires. Il faut s'organiser, il faut réarmer moralement les militaires. Mais il y a aussi une autre manière, je ne sais pas si j'ai le temps pour le dire, il y a aussi une autre manière par laquelle procède. Parce que nous parlons de la traîtrise. Le M23 à l'AFC procède comment? Avant de venir, il commence par se poser la question, quel est le verrou qu'il faut sauter politiquement dans ce territoire? Ils prennent les contacts avec le verrou qu'il faut faire sauter. Et dès qu'ils ont les déçus sur les verrous, les hommes viennent. Ça a failli être fait à Ouvira. Est-ce qu'en disant cela, Ambroise Momba, vous êtes en train de révéler que les renseignements de la RDC ont une faiblesse? Bien évidemment, il faut qu'on nous prouve le contraire. Il faut qu'on nous prouve le contraire. Il y a des personnes, des notabilités, des personnes qui constituent des verrous à faire sauter pour le M23 avant de prendre des territoires. Le M23 commence par prendre des contacts. Ça a été le cas à Ouvira. Ils prennent des contacts. Ils disent que non, dans ce coin-là, si vous voulez passer directement, contactez telle personne. Vous lui donnez de l'argent, vous les convainquez à adhérer à votre vision. À ce moment-là, vous avancez maintenant. Mais si vous ne réussissez pas de cette manière-là, vous ne pouvez pas continuer. C'est comme ça que Ouvira n'est pas tombé. Alors ils ont compris que non, il faut changer. Ils sont allés vers Walikale. Quel était le verrou de Walikale? Je pense qu'ils ont pris un contact auparavant et la traîtrise s'y est mêlée, l'infiltration qui est déjà là installée au pays. Et voilà pourquoi nous avons ce genre de résultats. Il faut que les services des renseignements travaillent là-dessus pour aider quand même la République. Alors nous sommes pratiquement à la fin. Cette rencontre entre le couple SCC et SCC Senko avec le président français Emmanuel Macron. Ils sont tellement téméraires, je me demande comment ils vont faire à la fin. Ils sont tellement téméraires. Ils sont en train de chercher maintenant les pressions. Vous allez vers ceux qui sont ennemis de la République. Vous leur demandez quoi? Vous voulez réunir les Congolais autour des ennemis de la République? C'est tellement malsain. Mais inquiétant, ils sont quand même libres quand ils reviennent au pays. Ah, bien évidemment. Bon, alors il faut se poser la question si c'est une infraction d'aller contacter les autres. Je ne crois pas que ce soit une infraction. Mais quand on garde un contact permanent avec l'ennemi, les rebelles notamment. C'est-à-dire que la démarche du dialogue n'est pas mauvaise. La démarche du dialogue n'est pas mauvaise. C'est la finalité. C'est la finalité. C'est vrai, on peut reprocher à la Senko ce qu'elle fait. Et Félix Tshisekedi, qui est le garant de la nation, a rencontré quand même son ennemi juré, Paul Kagame, à Doha. Comme pour dire que c'est bien de négocier. Mais leur démarche à eux, par rapport à la visée politique
qu'il y a dans cette démarche pose quand même problème. Ambroise Mamba, c'est complètement fini. Beaucoup Merci. à dire encore autour de la situation sécuritaire. On va revenir sur la communication prochainement. Bien sûr, Sur la avec communication. les Congolais. J'ai une ossature communicationnelle des institutions. Je pense que je pourrais présenter ça au public si ça peut être respecté. Bien sûr. Alors, l'inquiétude des Congolais autour de la mobilisation, on sent que depuis un temps, il y a quand même un relâchement du côté de la République démocratique du Congo. C'est aussi votre constat? Un relâchement, Un relâchement. par rapport à la mobilisation des Congolais. Oui, la mobilisation. Bon, je pense oui, hein. Plus on évolue, Ils plus sont là. à l'usure du temps. Mais c'est ça le mauvais côté aussi Oui, de la justement, RDC. Hein. Justement, je vous parle toujours de l'intelligence stratégique. Il faut que la RDC se réconcilie avec l'intelligence. Et l'intelligence Et la comment le décision. faire? Comment le faire? C'est vrai que nous sommes à la fin. C'est Comment se beaucoup de choses à dire, je ne réconcilier? pourrais pas, on pourrait revenir Alors, avec on un prend autre numéro. rendez-vous pour un autre numéro de l'émission spéciale pour mettre l'accent sur l'intelligence. La RDC doit se réconcilier avec l'intelligence. Et comment le faire? Madame, Messieurs, prenez rendez-vous avec une autre émission spéciale Ambroise Mamba. C'est Merci. complètement fini. Vous avez quand même quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre. Non. Nous avons compris enfin qui sont les agresseurs de la RDC, qui les soutiennent. C'est ça que Félix Tshisekedi nous a donné, nous a permis de donner. Donc, il faut continuer à appuyer là-dessus, continuer à soutenir quand même le président, au moins sur ce plan, pour en finir enfin avec le Rwanda. Et je pense qu'on va y arriver. Alors, Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro spécial situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je rappelle que notre invité est un analyste maison de Congo Web Télévision, chercheur en politique, Ambroise Mamba. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement pour développer l'intelligence. Madame, Messieurs, au revoir et bonne suite de programme sur les antennes de Congo Web Télévision.